Mesdames, Messieurs, peuple congolais, crime de Chakona. Et si on levait ensemble l'équivoque des bébés noirs? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, pour nourrir ce débat, je vous informe que les bébés noirs font partie de ce qu'on appelle des épiphénomènes. Et on ne peut parler de ce épiphénomène sans prendre en compte 5 ressources qui ont alimenté ou qui continuent à alimenter cet épiphénomène bébé noir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez comme moi, ou peut-être pas, que le feu se nourrit de l'oxygène. Donc si vous coupez l'oxygène, il n'y a pas de feu, il n'y a plus de feu. Donc en d'autres termes, sans oxygène, il n'y a pas de combustion, la combustion de la matière. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais donc ici parler de ces ressources ou de la matière qui nourrit le épiphénomène bébé noir et que je vais détailler par la suite. D'abord, je vais les détailler ici et puis je vais expliquer le contenu de cette matière ou de ces ressources qui nourrissent l'épiphénomène bébé noir. Donc l'épiphénomène, c'est que des phénomènes qui apparaissent de façon spontanée. Ici, les bébés noirs, c'est monté de toutes pièces. C'est des trucs qui arrivent temporairement, éphémèrement, ça disparaît, ça peut sortir, ça disparaît. C'est pourquoi on appelle ça des épiphénomènes. Donc ça peut sortir comme ça, on ne sait pas où ça vient, et après ça disparaît. Et c'est comme ça, vice-versa. Mesdames, Messieurs, bon, quand on parle de cet épiphénomène des bébés noirs ou de la matière qui nourrit les bébés noirs, figure en premier lieu, c'est d'abord Sassou Nguesso. Deuxièmement, c'est aussi la culture Andimba. Et troisièmement, on parle de la franc-maçonnerie. Quatrièmement, c'est Sassou Nguesso et ses mécanismes de conservation du pouvoir tyrannique, liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Et cinquièmement, c'est Jean-François Ndengue et sa police politique. J'y reviendrai en détail par la suite. Mais avant, je vais d'abord vous laisser... je vais d'abord lire la réflexion de Alexis Mieyoukou. Vous connaissez Alexis Richard Mieyoukou. Il fut le conseiller du Premier ministre André Milongo pendant la période de transition politique que nous avions connue, l'unique période démocratique que nous avions connue entre 1991 à 1992. Donc son conseiller, c'était tout justement Alexis Mieyoukou, qui fut aussi parlementaire. Bon, donc vous voyez, il est ici. Alexis Mieyoukou, si vous pouvez le voir, je vais chercher l'effet de lumière. Voilà, ça c'est Alexis Mieyoukou. Donc, il est là. Ça, c'est Alexis Mieyoukou. Il fut le conseiller économique du Premier ministre André Milongo en 1991. Il avait à peine 30 ans. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, Alexis Richard Mieyoukou a écrit ceci, que je vais ici vous le lire. Il a écrit le crime de Chakona, levant l'équivoque des bébés noirs. Et donc j'ai transformé ça en titre, un autre titre, en disant crime de Chakona, et si on levait l'équivoque des bébés noirs, et pourquoi faire? Donc, mais je vais d'abord lire le contenu de la réflexion, non seulement intellectuelle, mais aussi politique, nourrie par ce digne fils du Congo qui s'appelle Alexis Mieyoukou, qui est un grand résistant de la résistance à la dictature de Sassou et de Nguesso sur la place de Paris. Mesdames, Messieurs,
Alexis Myeyuku a écrit ceci. Plusieurs publications sur les réseaux sociaux évoquent avec raison le phénomène des bébés noirs qui s'est développé à Brazzaville. Ces écrits ont le mérite d'engager le débat sur la folle criminalité qui sévit dans notre pays. Cependant, certaines approches du phénomène des bébés noirs véhiculées ici et là ne peuvent laisser indifféremment tout esprit objectif et avisé. Au prime abord, il faut lever l'équivoque. Les jeunes assassinés au commissariat de Chakona ne sont nullement des bébés noirs. Ce sont des jeunes arbitrairement arrachés à la vie. Je pense que cela s'entend sans peine. Cela dit, si après mes remarques principales, je laisse de côté toute considération épistémologique et sur le concept même de faits sociaux. Malgré que la période d'émergence du phénomène bébé noir, il y a 5 ans, et son expansion soit géographiquement et historiquement bien cernée, certains de nos compatriotes construisent des raisonnements généralistes en refusant de pointer l'origine réelle de ce mal. C'est regrettable. 2. Des analyses absurdes foisonnent mais restent simplement hors du contexte congolais. En l'occurrence, les facteurs sociologiques qui nourrissent la délinquance juvénile dans toute société en dérive sont bien connus et sont les mêmes pour d'autres pays d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs. Et cas par exemple des jeunes des favelas au Brésil. 3. En tout cas, mauvaise analyse, mauvaise solution. On ne peut isoler le problème des bébés noirs dans son contexte politique. 4. Oui, les bébés noirs sont au départ une création des réseaux policiers du pouvoir en place qui n'ont pas hésité à mobiliser des jeunes gens et chefs de bande dans les quartiers nord de Brazzaville pour des bassasses-besognes juste après l'opération Mbata Yabakolo. 5. On a ainsi vu apparaître dans Brazzaville des jeunes habillés de t-shirts noirs sur des bégies de police. Ils ont depuis pris la liberté de commettre des actes répréhensibles en toute impunité. L'excroissance de ces bandes devenues quelques années autonomes constitue les fameux bébés noirs. Tout a changé après quand arrive le temps des vaches maigres pour les finances publiques sous le poids de la fameuse guerre du pôle. On ne peut l'ignorer. Le pouvoir envisageait par ce moyen de contrer et de mater toute velléité de révolte populaire dans les quartiers en préparation du passage en force constitutionnelle. Les jeunes proches de l'opposition étant les plus visés. 6. Souvenons-nous des attaques du domicile de Miressa et des autres descentes où on constatera que Jean-François Ndengue utilisait désormais des jeunes pratiquant des arts martiaux dotés d'armes blanches, couteaux, machettes. La bande du triste député devait Moyi, etc. 7. Je n'entends pas régner les conséquences diverses des difficultés sociales et de l'abandon d'une jeunesse désabusée. Je souhaite vivement que tous les compatriotes comprennent que la question des bébés noirs est tout autre chose qu'un phénomène social ordinaire. Ce phénomène a été créé de toutes pièces et amplifié par le régime en place. Que leur montre leur échappe
ils ne peuvent échapper à leurs responsabilités. Ayant l'honnêteté de l'analyser comme telle. Merci pour la volonté partagée d'échanges fructueux. Alexis Richard Miayuko. Donc, c'est celui-là qui a écrit cet article-là. Donc, vous trouverez aussi ces interviews que je l'ai fait ensemble. Beaucoup de photos que vous voyez, c'est lui. Celui qui a fait cette réaction, c'est fut ancien conseiller du Premier ministre André Milongo. Donc, le connaissant, moi je le place comme patriote. Vraiment, c'est un patriote. Et voilà, je parle au-delà détails sur ce qui est entre nous. Ouais. Je vous dis que vous le voyez, ce qu'il pense, il est un peu comme, disons, si vous le voyez, il est la photocopie, quelque part, d'Isidore Ayatonga, et il apprécie beaucoup Ayatonga aussi. Bon, bref, et c'est mutuel. Et c'est les raisons pour lesquelles j'ai réagi aussi à son article que je trouve mérité, parce que les Congolais, au niveau intellectuel, il faut nourrir les débats. Je vais chercher les débats qui touchent la société, pas rester dans les problématiques un peu blabla ou hors sujet ou autre. Nous devons parler des problématiques qui, après, quand ça sont souvent tombées, chuter d'ici peu, nous allons être confrontés à ces problèmes. Au point de vue social, de l'administration judiciaire et pénitentiaire, et tout ce qui concerne la société. Là, c'est les conséquences de la dictature de Sassou Nguesso, des 33 ans de la dictature de Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, donc le problème de les 97 aujourd'hui qui nous parle, c'est caduque maintenant. Parce que s'ils étaient venus en 97 pour restaurer la démocratie et autres, ça se serait. Et là, ils continuent à s'entêter pour noyer le Congo. Donc les problématiques de d'Issouba, Sassou, les guerres là, ça c'est caduque. Parlez-nous maintenant que Sassou devient le problème du Congo, avec toutes ces conséquences que nous allons vivre. Ceci dit, mesdames et messieurs, peuple congolais, bébé noir, oui. Je vous dis que, historiquement, et dans l'espace et le temps, le cannibalisme et le vampirisme, par exemple, des types Dracula, ou des phénomènes qu'on vient d'en parler, on parlait de la société des barbares et tout ce qu'on connaît, ont existé historiquement, oui, dans plusieurs sociétés, traditions et civilisations d'ailleurs. On a parlé aussi des tueurs en série, du satanisme et compagnie, de la violence, de la barbarie, de la sauvagerie. Ça a toujours existé dans toutes les sociétés. Ça, c'est humain quelque part. Parce que, pourquoi? Parce que ce que nous appelions en physique, et notamment en thermodynamique, sous le principe de l'entropie, entre l'ordre et les désordres, la matière a toujours tendance à se désagréger, à se déstructurer. On est entre l'ordre et les désordres. Mais dans une société où elle n'est plus constituée au terme du droit et de la morale, de l'éducation, les gens ont tendance à aller vers la déstructuration, la dégradation. Et voilà, on arrive à des phénomènes de sauvagerie, de barbarie et autres, parce que la nature, quelque part, a horreur du vide. Si vous laissez une société déstructurée, désorganisée, bien sûr que, oui, la nature répond ses droits. Donc on rime dans les situations de sauvagerie, de barbarie. Mais là, ce n'est pas ça. C'est que c'est instrumentalisé, c'est conditionné, c'est entraîné. On a entraîné les gens vers cette criminalité, et que je vais vous expliquer pour les raisons de cette criminalité organisée depuis le stade juvénile et jusqu'à l'âge adulte actuellement pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, oui, je vous parlais par exemple des tueurs en série, des satanismes, oui, ils ont toujours été écrits et documentés, et même jugés. On a un historique dans dans la civilisation occidentale, moins ailleurs. Par exemple en Asie, moins peut-être, mais en Afrique, c'est inexistant. Et pourquoi? Parce que nous avions une culture souvent orale, et que nous avions plutôt la culture des émotions à la place de la culture de la raison. Et donc, nous, par exemple, au Congo, depuis que le colon est parti, bon, combien y a-t-il eu des tueurs en série au Congo? On n'a pas au niveau judiciaire. Et pourtant, nous avons des juristes, des docteurs, des professeurs. Aucune personne n'a fait une étude sociologique, et même psychologique, et même judiciaire, et autres, sur
les tueurs en série au Congo, puisqu'ils n'ont jamais été jugés. Donc, comment vous allez constituer une société où vous n'avez même pas l'esprit ou le sens même des fondamentaux, même du droit et de la morale? Comment vous allez construire une société dans ces conditions? Donc, vous allez rester que dans l'arbitraire. Parce que vous-même, vous avez plus la culture, vous êtes du côté de la culture des émotions que de la raison. Parce que on ne construit pas une société dans les émotions, on construit dans la raison. La raison, c'est, comment on dit, c'est le doute. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis, le cogito. Donc le doute, c'est le raisonnement. C'est la réflexion. C'est le jugement. C'est la recherche de la vérité et compagnie. Mais il faut pas seulement avoir trouvé la vérité, mais il faut aussi faire l'histoire de cette vérité. Donc nous n'avons pas ces écrits. Alors que depuis 1960, jusqu'à nos jours, il n'y a pas. Vous tapez les tueurs en série. Maintenant, même si le Wikipédia est en train de faire ce travail-là, mais en Afrique, il n'y a pas beaucoup. On a quand même quelques documentations au Gabon. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils viennent. Bon, nous avons peut-être l'histoire avant le colonialisme, ils ont peut-être noté ça, et pendant le colonialisme, mais après, il n'y a plus rien. Et en Afrique du Sud, il y a quand même on trouve en Afrique du Sud, en Afrique, il y a 2 ou 3 pays qui ont documenté ça, au Ghana et autres, mais ailleurs, c'est qu'en Europe, en Amérique latine, en Amérique et en Asie. Donc, comment vous allez construire une société que vous ne savez même pas quel individu vous êtes en présence? Et quelle histoire de votre société en termes de criminalité, non, c'est un autre état d'esprit. Donc, ça ne coûte pas grand-chose pour un sociologue, celui qui a un doctorat, professeur de sociologie. Comment vous allez faire? Il y a des choses très simples. Et ça va même à les données sociologiques de la population, même de Brazzaville, les professeurs qui sont là. Ils ne sont même pas capables, dans l'état d'esprit, qu'il faut vraiment, quand ça va partir, au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous allons avoir cet esprit sur le niveau du statut de l'enseignant à l'université et de la recherche. Parce que sinon, en réalité, si vous continuez à jouer que vous êtes docteur, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de truc qui peut aider la société, mais non, il n'y a rien. Donc nous allons avoir ces données et quand on va faire les renseignements généraux, ce ne sera pas seulement pour faire les cartes d'identité ou des cartes électorales, il faudra prendre d'autres données bioculturelles, sociopolitiques, socio-économiques, et tout ça pour avoir une idée de la société congolaise. Mais là, au niveau de la recherche, il n'y a rien. Donc, les gens se disent docteur, il n'y a rien. Bon, bref. Mesdames, Messieurs. Donc, en Afrique noire, et notamment au Congo, Brazzaville, oui, nous avions donc la culture de l'émotion à la place de la raison. Et nous avons toujours associé le crime au mysticisme, la délinquance aux bandits. Je ne sais pas ce que ça veut dire bandit. On parle de grand banditisme et autres, je ne sais pas. Donc il y a une sorte d'interprétation, je ne sais pas comment, quel est au niveau du code pénal au Congo, ou correctionnel ou autre, je ne sais pas ce que c'est écrit à l'intérieur. Bon, bref. Bon. Donc, quelqu'un qui tue, on dit c'est mystique. Oui, donc ça lui donne une puissance surnaturelle. Et c'est pour les raisons pour lesquelles les sorciers, ceux qui tuaient ou autres, ils sont toujours restés là. C'est une autre culture. Alors qu'ailleurs, le crime est associé aux affaires criminelles. Mesdames et messieurs, donc il y a eu plein de morts et plein de trucs qui sont bien documentés et bien jusqu'à aujourd'hui, ou même condamnés à vie ou à mort, ou tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, c'est ça le problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je reviens sur les crimes de Chakona. Et si on levait l'équivoque, le crime de Chakona? Eh bien oui, et pourquoi? Et pourquoi faire? D'abord, vous avez vu, par exemple, la nuit du 22 au 23 juillet 2018 dernier, 20 jeunes ont été interpellés dans le quartier nord de Brazzaville, ramenés au PSP de Chakona, à Pila. Bon, la nuit du 22 au 23, il y a eu 14 qui ont été massacrés, assassinés dans les conditions inacceptables, inhumaines. Et quand vous voyez les photos, vous dites quelle violence que ces jeunes ont subi. Donc je ne veux pas vous décrire la scène des crimes, mais quand on voit les photos, on dit mais quel déshumanisme.
Quelle sauvagerie, quelle barbarie. Et ces gens qui ont commis ces crimes sont dans la société tranquillement. On ne les a pas retrouvés. Ils sont parfois des policiers ou pas, je ne sais pas. Donc ça s'est passé. Et les faits sont là. Mais qu'est-ce on a vu sur ces victimes-là? D'abord, ces victimes ont été associées d'ailleurs à des gangs, des barbares, hein, des gangs comme on voit aux États-Unis, en Amérique latine et même des petits phénomènes ici en France. Et voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a des preuves qu'on a arrêté des jeunes, des gangs aux États-Unis ou en Amérique latine ou ailleurs et qui sont allés dans un poste de police où il y a la sécurité publique? Donc, ils vont dans là où l'endroit, ils sont censés être protégés parce que la police, c'est l'État qui protège. Donc, mais là, ils ont été assassinés. Et donc, on leur a dit non, c'était des gangs qui sont venus à l'intérieur du commissariat, donc ils sont venus se battre avec des tas de couteaux, de machins. Donc, c'est comme s'ils avaient programmé, ils se connaissaient, ils sont venus se battre. Et oh non. Vous imaginez le caviar qu'au Congo prépare pour d'autres qui pourront utiliser ces mêmes méthodes pour punir les anciens bourreaux. Mesdames, Messieurs, oui, il faut dire qu'ils ont dit que les bébés noirs étaient des bandits. Je ne sais pas, ici en France, il y a plus de délinquants ou aux États-Unis que ce qui est au Congo. Au Congo, c'est zéro. Les délinquants ici en Occident, c'est zéro ce que vous faites en Afrique. Est-ce que nous avions vu quelque part que 20 jeunes bandits ou voyous ou délinquants ont été arrêtés ici en Occident, en France, et que 14 d'entre eux sont sortis dans les conditions qu'on ne peut plus reconnaître leur visage et sont morts assassinés? Mais non, sinon ce serait une baisse mondiale. Bon, on a pu par exemple voir que le même procureur au Congo-Kala attaquait maintenant les parents des victimes. Si vous protestez, nous allons vous foutre en prison comme vos enfants. Vous allez mourir comme vos enfants. Vous imaginez ce qui rentre dans la mémoire des uns et des autres, et que ce régime n'est pas éternel, et que les gens ont appris, et qu'au Congo-Kala, tout ce monde-là, on va vous les retrouver. Quand les moyens de l'État seront récupérés, ça sera chaud pour vous. Bon, donc, quatrièmement, le pouvoir a cherché à indemniser les parents. On parle de 3 000 €, c'est-à-dire la mort d'un enfant. Certains même ils attendaient leur note de brevet d'entrée au lycée et d'autres pour le bac. Et donc, 3 000 € pour... attendez, parce que ça fait 2 millions, 3 millions, ou 4 5 000 €. Ça vaut la mort de votre enfant. Vous imaginez quel déshumanisme. Donc les gens-là ne sont plus des humains. C'est des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Donc ils ont d'humanité que leur présence physique. Donc il ne faut pas les regarder comme des humains. Donc c'est des dangers. Mesdames, Messieurs, cinquièmement, vous avez entendu que, est-ce que le dictateur en a parlé? Rien du tout. 2 semaines déjà passées. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Oui, les poissons pourrissent toujours par la tête. Regardez là. Si c'était dans un autre pays, même le gouvernement, il y aurait déjà des démissions en cascade. Les gens dans la rue, et le président aurait même allé faire déjà aller voir. Mais là, rien du tout. Que dalle. Donc, à qui profitent les crimes? Mesdames, Messieurs, vous venez de constater que le régime politique à caractère liberticide, antisocial et criminogène veut simplement cacher cette affaire-là. Mais impossible parce que nous sommes déjà de la civilisation 2.0, web 2.0, tout est visible, il y a eu la pression, tout le monde entier est au courant, que ça soit massacré 14 jeunes et qui dérange plus de 2 tiers de la conscience mondiale. Les gens qui parlent français, ils ont entendu ça, les gens disent de quelle horreur, qu'est ce monsieur? Ça, ce monsieur, il est encore là, le ministre de l'Intérieur, la police et compagnie, ils sont là. Et ben voilà, voilà la République des barbares, et qui a été instituée par la 6e ou 7e constitution du dictateur, avec les fameux articles 10 et 95-96. Et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, c'est intolérable, c'est inimaginable ce qu'ils ont fait à ces jeunes-là. Mais le dictateur est là, il se tue. Bon, donc, il cherche à colmater les brèches, mais le mal est fait.
mais c'est pendant et après. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. Donc n'imaginez pas, et ne rêvez même pas que tout ce qui se soit fait, et qu'on ne sera plus là, que ça va être oublié comme ça, et comme lavement des mains. Non, lavement des mains, ce n'est pas laver les mains comme ça. C'est couper leurs mains, c'est tout. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, crime de Chakona. Bon, on parle de rituels diaboliques, sataniques, des sacrifices humains et d'affaires criminelles si on était dans des sociétés constituées. Les sociétés constituées, c'est des sociétés où on respecte le droit et la morale. On respecte quelque part l'humain. On ne peut pas tuer l'humain abusivement comme ça et venir même nier le caractère sacré de la vie humaine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi je vais ici parler de phénomènes? Parce que les phénomènes, c'est des phénomènes qui sont montés de toutes pièces. Et comme l'a souligné d'ailleurs le résistant Alexis Nyeyuku, il a bien dit que bon, ben, a été monté, ce phénomène de bébé noir a été monté de toutes pièces par le régime. Oui, on est bien d'accord sur ce point-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la matière qui nourrit les bébés noirs, c'est d'abord Denis Sassou Nguesso lui-même, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Et c'est comme le poisson pourri par la tête. Si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, c'est la logique, elle est là. Donc, Sassou aime le sang. Sassou se nourrit du sang, le sang des autres. Il aime des sacrifices, il aime tuer. Sans lui, la mort, Sassou n'est rien. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a fait que de la charité, de l'achat de conscience, de la corruption, des crimes de sang et de masse. Et voilà. Et où trouve-t-il son pécule pour faire commettre tous ces actes financiers, toute cette économie? Tout justement avec des rentes des matières premières congolaises. Et voilà le système Sassou. Et vous êtes là en train de s'indigner au lieu d'agir, de faire partie de ce monsieur qui est net, qui est mortel, comme tout être humain. Et avec lui, quand tu vas partir, et combien d'autres victimes? Parce que c'est qu'il a laissé là. Il ne va pas disparaître comme ça. Comme je dis, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout c'est ensemble. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, les bébés noirs, oui, c'est quand on parle de bébés noirs, on voit tout justement les Andjimba. Oui, les Andjimba se sont amplifiés depuis les années 1970 jusqu'à nos jours. Depuis que ça soit monté en puissance, c'est là où il y a eu accélération du phénomène Andjimba. Andjimba, c'est quoi? Andjimba, c'est quand vous voyez, on tue quelqu'un, on découpe partout, on dépaisse le corps, hein, peut-être c'est qu'il boit du sang ou autre. Donc, on coupe, hein, vous allez voir la tête, toute la tête est coupée, les bras, tout c'est coupé comme ça, découpé. Parfois, on retire les organes qui sont les essentiels pour eux, c'est par exemple le foie, les reins. Bon, bref, c'est inhumain, c'est sauvage, c'est barbare. J'ai, par exemple, pu voir moi-même le phénomène Andjimba, à Makwa, chez moi, à l'Équateur, sur l'Équateur. Nous sommes à 2 pas loin de Sassou Nguesso. Donc, moi, je vous dis que c'était pendant le pouvoir de Martin Ngouabi, bien sûr. Les phénomènes Andjimba, avant l'arrivée de Sassou Nguesso de Martin Ngouabi, il n'y en avait pas beaucoup à Makwa. Dans les années 60, 50, il y en avait, comme je vous ai dit, que la criminalité a toujours existé partout. Il y a eu des tueurs en série, puisque nous ne sommes pas capables de dire que, bon, ben, il y a des tueurs en série, il y a des ceci, il y en a plein partout dans le monde. Il y a eu ça partout dans le monde. Ce n'est pas que les Makwa ou les Mboshi, le Kouyu étant plus barbares à ce moment-là, non. Ça peut être le fait d'entraînement ou de conditionnement et autres. Mais je vous dis que la criminalité a toujours existé dans toutes les traditions, cultures, sociétés et civilisations. Mais nous, on n'a pas eu le moyen de l'étudier et de comprendre ces mécanismes. Bon, donc, je vous informe moi-même, le phénomène Andjimba s'est accéléré, surtout après la mort du commandant Martin Ngouabi, l'assassinat du commandant Martin en 1977. Même jusqu'aux années 84. Ça s'est un peu diminué vers les années 85-86. Je parle de Makwa. Et après, Sassou Nguesso qui est revenu là en 97. C'est encore amplifié. C'est maintenant industriel.
Donc, moi, par exemple, à Makwa, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, mais j'étais au village, pour nous, dans le côté qu'on appelait ça Makwa ou pas, c'est-à-dire, quand vous parlez de Makwa, partez de Makwa, vous traversez la Likwala Mosaka, vous avez un rayon de 10 km autour de Makwa. C'est-à-dire, si vous partez sur la nationale 1, la nationale 2, excusez-moi, pour aller vers le nord, vous traversez la Likwala Mosaka, vous avez 10 km, c'est une zone rouge. Et dès que vous sortez de là, c'est bon. De l'est à l'ouest, que ce soit du côté de, on allait vers Etumbi, qu'on allait vers Owando, qu'on allait vers Mboli, qu'on allait vers Tuku et compagnie. Mais là où c'était aussi généralisé, c'était surtout sur la Likwala Mosaka, et notamment pendant la saison sèche, c'est-à-dire de juin à fin août en ce moment, ou début septembre. Et c'est la période critique, de juin, juillet, août, et là c'est critique. Si vous allez au campement et autres, surtout autour de Makwa, ça ne se passait pas du côté de la Montbéliard, ou loin de ces 10 km là. Donc les criminels étaient justement dans Makwa. Puisque les villages, on se connaît qui est allé, mais là-bas, dans la ville de Makwa, c'était comme ça. Donc, je savais que dans cette population, il y avait 80% à l'époque, 80% de Makwa, originaires, 100%, et 15% de mélangés Kouyou, Mboshi et autres. Bon, après, 2 ou 3 ou 5% étrangers, il y avait Ouest africains et compagnie. Bon, donc, nous étions là, mais ça faisait peur. Moi, je vous dis que moi surtout, à l'école primaire, il n'y avait pas de problème. Je ne venais pas à Makwa, je venais accompagner des parents. Mais j'étais au village, mais quand je suis rentré au collège, mais c'était chaud. Surtout pendant les stations Yombila. C'était chaud, à Djimba. Et je vous informe déjà qu'il y a eu un des pires phénomènes qui est arrivé dès 80-81. Ça sont les souvenirs de prendre le pouvoir, 81-82. J'avais des amis qui étaient au collège, étaient même en classe ensemble. Il est apparu pour ceux qui ont la mémoire. Vous connaissez le phénomène des fourchettes, des couteaux du soir. Et c'était les... Bon, je connais tous ces sont là. C'était bon. Parfois, c'était des bons élèves, d'autres étaient des mauvais élèves. Mais tout s'est passé dans les quartiers Paul Anvoula. C'est-à-dire, vous partez vers le centre-ville, vous passez le truc descend vers le centre-ville, le marché, et en allant vers tous c'est passé entre le triangle, le marché de Makwa, en allant vers Paul Anvoula et triangle pour aller vers le commissariat et le poste de... Donc c'était tout de là. Mais on connaissait les gens. J'avais même ces gens qui étaient venus, qui étaient en classe. J'ai eu peur. C'était le soir, on dit, mais j'ai dit non. On a cité tous les noms. Et parmi tous ces gens étaient des amis de la classe. Il y avait beaucoup, la moitié c'était des mauvais élèves, mais il y avait beaucoup de bons élèves. Moi j'ai dit non mais c'est pas vrai. Moi j'étais là, terré comme ça, parce que moi c'était que je fais l'école la semaine et le week-end je vais au village loin là-bas, parce que chez moi au village c'était loin. Hein. Donc moi, le phénomène à Djimba et les bébés noirs, nous avions vu ça en 1981-80. Et ça a disparu comme ça. Dès 83, on n'en parlait plus. C'était monté comme ça. Il faut dire que ça soit arrivé au pouvoir en 1979. Il me semble qu'il y avait une tentative de coup d'État je crois que ça soit à Ouesso. Je ne sais pas si c'était vrai, les années 80, 81, 82. Hein, ce qu'il y a là. Mais je vous dis que ce phénomène était amplifié à Makwa. Donc tout le monde avait peur. Et donc, ça n'affectait pas tout l'ensemble de Makwa. C'était que dans la tour des périphéries de 10 km tout autour de Makwa. Et quand vous sortez des villages plus loin, parce que les villages autour de Makwa, dans la partie nord, en allant vers Ouesso, c'est jusqu'à 60 km. Et vers Tumbi, ça fait jusqu'à 50 km. Vers Toku, ça fait jusqu'à 80 km. Et vers Owando, ça fait au moins 30 km. Parce qu'entre Makwa et Owando, les Kouyou, c'est pareil, ce sont 12 km, donc moitié-moitié, donc c'est 30 et quelques kilomètres. Mais je vous dis que le périmètre là, à Makwa, alors, c'était chaud. Ça s'est passé toujours autour de Makwa. Même nous, quand on allait faire la pêche, parfois, moi, je sortais du collège ou même du lycée. Moi, je dis non, mais je vais aller faire un peu de pêche sur les crins. Hein. Je tirais comme ça des poissons chats ou autres. J'allais parfois le soir avec des amis. On avait peur, même le week-end, on avait peur parce que... je vous dis sincèrement, et quand on allait, parce que ça s'est passé, je connaissais les endroits où ça passait, on avait peur. Donc, il faut vraiment voir ce phénomène est là. Et donc, on n'en a jamais parlé.
Et on n'a jamais condamné quelqu'un. Et jusqu'à présent, ça continue. Puisque même avec ces phénomènes en Djiba, je vous dis que j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille depuis 2002-2003. Et je ne vous dis pas. J'attends que ça se trompe pour que j'aille régler ce problème qui a touché ma famille sur ce problème en Djiba qu'on a massacré mes cousins germains. Et que j'ai perdu des cousins germains. Voilà, qu'on les a massacrés. Hein. Donc, vraiment, c'est direct, c'est mon sang. Hein, direct des côté maternel. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, donc, quand on parle de bébés noirs, on pense tout justement à la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, c'est un bon plan pour Sassou Nguesso. Parce qu'il mélange entre mysticisme, et surnaturel, puissance et compagnie. Oui, Mvuluzi, il y a un franc-maçon qui a dit plan de bago. Mvuluzi, il y a un franc-maçon. Dans moi même, moi, mon zungzung, mon koboy, a commis franc-maçon. Même mon zungzung, a commis franc-maçon. Donc, vous voyez que c'est leur bon plan. Donc, on ne peut parler de bébés noirs et ces phénomènes-là sont aussi parler de la franc-maçonnerie. Parce que tout est lié là. Donc, le grand maître des loges franc-maçon, c'est tout justement Sassou Nguesso. Et donc, la franc-maçonnerie aujourd'hui est liée d'abord au trafic d'organes, sacrifice humain, crime rituel, trafic d'ossements et tout ce qui est lié ici comme affaire criminelle. Donc la franc-maçonnerie au Congo, par conséquent, il doit soigner son image après Sassou Nguesso, puisqu'elle est désormais identifiée là, que je ne sais pas qu'aujourd'hui, les Congolais de la résistance et autres, les intellectuels vont encore là, croire qu'un jour, pour avoir un pouvoir et pour être là, il faut être franc-maçon. Ça devient un souci. Regardez, elle a une mauvaise image et une mauvaise réputation. Donc, il s'agit bien sûr des pratiques franc-maçonniques. Et eux, ils connaissent les codes, les secrets et les modes de fonctionnement. Donc, ils savent les signatures de la franc-maçonnerie. Donc, le grand maître de loge de la franc-maçonnerie au Congo, c'est qui? C'est tout simplement Sassou Nguesso. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Donc, c'est pourquoi, les raisons pour lesquelles, même au niveau de ces crimes, les formations même de la résistance contre Sassou, ils en parlent peu. Personne ne nourrit ces débats. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, tout ça est mélangé, le phénomène bébé noir est mélangé à la franc-maçonnerie. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails de la franc-maçonnerie. Et nous voulons avoir ce débat quand Sassou Nguesso va tomber, parce que la franc-maçonnerie sera mise dans le cadre seulement des conflits d'intérêts. Mais le phénomène Ndimba et tout ça sera codifié dans le cadre des affaires criminelles. Et tout ça sera mis en place. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Mesdames et messieurs. Donc, je vous dis simplement que nous sommes en danger avec Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que déjà sur le phénomène de bébé noir, ça fait partie des mécanismes de conservation du pouvoir tyrannique à caractère liberticide, antisocial et criminogène. Eh bien oui, Alexis Miayoukou a bien expliqué ici qu'on a vu des bébés noirs, des jeunes dans les BJ de la police. Mais c'est pour aller quoi? Pour aller faire quoi? C'était pour aller terroriser les populations, les jeunes résistants à la dictature, et majoritairement dans les quartiers sud de Brazzaville, pour qu'ils ne se manifestent pas. Donc c'est l'antidote. Donc on prend les jeunes criminels, et tout ça, et on va les rendre jeunes, ils se reconnaissent, et à ce moment on les laisse se battre entre eux, et pour le compte d'un dictateur. Donc vous voyez déjà ça, c'est dangereux. Donc comment on détruit la jeunesse? Et vous êtes là en train de constater et de s'indigner alors que le monsieur aime un être mortel et qui va partir à tout instant, peut mourir un jour et tout temps, à tout instant, et il va laisser un bazar qui va traverser le 21e siècle. Mesdames et messieurs, eh bien oui, on a pu par exemple voir pendant l'opération Mbata Makolo, et oui, c'était ça, oui, opération Mbata Makolo. Et donc on avait expulsé beaucoup de Koulouna. Les Koulouna, c'était les îles de l'école pareil, similaires, mais qui ont été importés de la RDC et qui, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi ils devenaient incontrôlables, parce que c'est. Je ne sais pas pourquoi ils ont expulsé ça. Bon, ben, c'était au moment aussi en France, avec la tension entre Sassou Nguesso et François Hollande, qui commençait à. Voilà, donc Sassou Nguesso voyait peut-être les régimes menacés par François Hollande, mais je ne sais pas, il faut voir pourquoi l'a-t-il expulsé de manière humaine et violente ces bébés, ces Koulouna, et plus
ces Aïwa et tout ça dans des conditions inhumaines qui demain, d'ici peu, la RDC pourra rendre la monnaie aussi à Sassou Nguesso. Bon, donc, les Koulouna sont partis en 2014 et donc, bon, il fallait remplacer les Koulouna par les bébés noirs. Donc, produits fait maison, c'est-à-dire des couverts congolais, les jeunes congolais qu'on a utilisés pour torturer les jeunes, les autres jeunes et aussi la population. Parce que ce sont des mineurs, donc ils n'ont pas de responsabilités, donc ils peuvent tuer, massacrer, c'était violent. Surtout ça s'est passé à Mokondo, ça s'est passé partout, même dans tous les quartiers. Donc on les mettait dans les BG, la police, après on arrivait à un endroit, on les lâchait dans la rue, et avec des machettes, des couteaux, il allait s'aimer des désolations. Donc vous avez vu ça. Donc ça c'est le danger du régime. Ça, on n'a jamais vu ça ailleurs dans le monde. Mesdames, Messieurs. Donc ces bébés noirs, et après, ils sont devenus incontrôlables. Et donc, ça dérange aujourd'hui le régime. Mais comment? Mais ça ne dérange pas, mais pour l'instant, parce que, je ne sais pas si ça dérange, mais, bon, il faut peut-être, c'est peut-être une régulation. En réalité, ce n'est pas les bébés noirs. Ça ne peut pas toucher aux bébés noirs. Ne peut que toucher aux innocents. Donc les jeunes là sont des innocents, sous prétexte que c'était des bébés noirs. Mais les bébés noirs sont gardés parce que c'est ces outils de la conservation du pouvoir, de mécanismes de conservation du pouvoir criminogène. Donc chaque fois qu'on veut faire des coups bas aux jeunes ou à la population, on envoie ces jeunes-là pour aller commettre des crimes. Donc ils sont là, quelque part, ils sont là. D'autres sont devenus des adultes, mais c'est les conséquences, parce que, je ne sais pas, les familles et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, donc vous avez compris, bon, le dernier volet, c'est des bébés noirs, c'est que c'est Jean-François Dengue. Oui, Alexis Nyayukou l'a bien dit. Il a été cité, Jean-François Dengue. C'est lui le patron de la police. Parce qu'on est quand même l'État. L'État, la police, la force de sécurité devient la force d'insécurité. Et que vous allez dans un commissariat, vous allez mourir. C'est comme au Congo, si vous allez à l'hôpital, vous allez mourir. Nous, au Congo, si tu vas dans un commissariat, tu vas être soit brutalisé ou tué. Vous voyez comment ça c'est tout. Donc, l'État est contre la population, contre le peuple. Mais à ce moment-là, donc l'État là devient illégal et illégitime. Mais pourquoi laisser libre cours encore à ces gens et rester et continuer à s'indigner qui nous fait ça, qui font ça, arrêtez. À un moment donné, il faut stopper. Sinon, vous êtes que des peuples de moutons. Mesdames, Messieurs, oui, Jean-François Dengue, avec sa police politique, oui, il utilise des enfants pour aller commettre des crimes. Et c'est ça le système. Donc ça devient des dangers équivoques. Des bébés noirs viennent d'être ici nourris. Donc à chacun de continuer à nourrir ces débats. Oui, donc il faut les nourrir parce que nous sommes au cœur des processus de conservation du pouvoir et de la criminalité de masse utilisée par le grand maître Denis Sassou Nguesso où son monde n'est tourné que vers les ténèbres. Il est l'incarnation du mal, il est l'incarnation des crimes, il est la tête de l'État. Donc vous voyez, c'est une pyramide de responsabilités. Et donc, le chef des gangs, des pyramides, des Gondwana, des barbares, les sauvages, il est à la tête. Donc, tout c'est un fait d'entraînement, de conditionnement et d'emprise vers la criminalité qui, à la chute de Sassou Nguesso, il faudra tout justement repenser après. Parce que l'enjeu ici, d'abord, ça se dégage par tous les moyens disponibles. Nous ne voulons plus laisser Sassou Nguesso et continuer à nous massacrer comme ça. Nous, on vous donne les infos pour que vous puissiez prendre votre responsabilité. Et pour que ce monsieur soit mis hors d'état de nuire par tous les moyens disponibles. Mesdames, Messieurs, bien entendu qu'il va partir. Il doit partir. Il est fini. Le régime est agonisant. Méfiez-vous des apparences. Sassou est fini. Il doit partir. Il va partir. Donc, mesdames, Messieurs, peuple congolais. Maintenant, nous, c'est repenser l'après, Sassou Nguesso. La problématique bébé noir et de la criminalité organisée au mode Sassou Nguesso, nous allons la repenser en 15 priorités. Parmi les 15 priorités, il y aura d'abord, après Sassou, il y aura la priorité, c'est d'abord protéger les personnes et leurs biens, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sécurité, alors que nous avions eu l'insécurité. Donc, la problématique des bébés noirs et de tous ces délinquants et criminels et tous ceux qui ont été contre l'État congolais, qui ont fait, ils seront au cœur de ce pacte
judiciaire, pénitentiaire et éducationnel du Congo. Bon, je vous dis par exemple que, bon, ben, je vais vous prendre un simple cas simple. Donc, dès que ça se tombe, les premiers, c'est des arrêtés, des décrets, des ordonnances et autres qui seront mises en place tout de suite. Et donc, le but est d'aller d'abord observer, aller faire des guet-apens sur les faits de toute personne qui va commettre un petit crime et autre. Déjà, il sera arrêté. Et il nous faut aussi les signalements. Qui, ah tiens, c'est un officier de mémoire, il est un ancien ceci, on va trouver les moyens pour aller l'arrêter. Hein? Réduire le volume des criminels dans la société. Donc, il y a aussi des fiches qui sont déjà de la police, des renseignements et tout ça. Il faut prendre ça et tout ça. Donc, nous, le but est de les prendre tous ces gens-là et les mettre dans un centre de tri qui est quelque part. On va mettre là. On va mettre, construire ça, comme on voit dans les trucs de guerre, là, les hauts commissariats aux réfugiés, tout ça. On va mettre ça, les gens là-bas, dans un endroit hors de Brazzaville. Chaque fois qu'ils sont signalés, tout ça. Il n'y a pas de statut social. Hein. Je vous informe, hein, tolérance zéro. Que vous étiez directeur, ministre, autre, vous allez partir là, vous allez être là-bas. C'est bon. Donc on va faire les clés. Il y a ceux qui ont des capacités physiques, il y a ceux qui ont des capacités mentales ou cognitives et compagnie. Donc on va les trier. Donc où est-ce qu'on va les mettre? Donc déjà la condamnation sera automatique, comparaison immédiate. Monsieur, vous avez 10 ans de prison, vous avez 5 ans de prison, vous avez bon, vous allez là, vous allez. Donc, une fois triés, donc, il y a ceux qui sont condamnés, par exemple, pour 5 ans, un individu condamné pour 5 ans. Donc, il y a ceux qui ne vont pas piloter là. Le tiers vont d'abord aller pour les tâches agricoles. Nous voulons produire. Il faut que les Congolais soient bien nourris. Donc, nous voulons produire. Beaucoup vont aller faire les travaux d'intérêt général dans l'agriculture. Le tiers vont aller dans les tâches liées aux infrastructures, qu'ils soient scolaires. Oui, les infrastructures scolaires, de santé, des routes et tout. Tous ces trucs-là, c'est eux qui vont construire ça. Donc, nous aurons une main-d'œuvre gratuite parce que le pays, de toute façon, est en faillite. Et donc, nous aurons cette main-d'œuvre-là. Donc, en termes d'objectifs, hein, si on peut remplir notre objectif, les premiers mois, on sera déjà à 1000 personnes arrêtées. Donc, au bout de 1 an, on sera déjà à 3000. 5 ans, on va arriver déjà à 20 000, déjà arrêtés. Ils sont mis dans différents centres dans tous les pays. Donc on va les trouver dans l'agriculture et autres, dans les infrastructures, dans les travaux d'assainissement des villes, la balaye des rues et tout compagnie. Donc ils vont écrire ça. Donc nous voulons un pays qui soit propre, nickel, et quoi. Par exemple, je prends un gars qui est condamné, monsieur, oui, vous avez quel âge? 20 ans. Bon, vous êtes dynamique, voilà. Donc nous, le but, notre tâche, c'est que nous voulons construire déjà pour l'objectif des 5 prochaines années. Nous voulons construire déjà 200 écoles primaires, 100 collèges, 50 lycées, 3 universités, 5 centres de recherche et développement adaptés aux besoins du Congo, c'est-à-dire soit des centres de recherche et développement sur l'agriculture, centres de recherche et développement sur les études géostratégiques du Congo, centre de recherche et développement sur ... Donc, nous voulons avoir besoin de ça. Donc ça, nous avons besoin d'une main-d'œuvre gratuite pour construire ça. Pendant 5 ans, nous avons besoin de 5000 individus. Et donc, par conséquent, c'est eux qui seront nourris. Donc, on vous donne un salaire équivalent de 200 € par an, parce que pour ne pas dire qu'on fait du travail obligatoire, si on peut être condamné par les droits de l'homme et toute compagnie. Donc, on va leur faire un truc de 200 € l'année. Et donc, ils sont nourris, et autres, donc ils vont travailler. Donc, ils vont casser les pierres et autres. Donc, nous, le but est que chaque fois qu'il y a un signalement et autres, donc, on va même mettre des processus qui sont là pour que chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, on vient te chercher. Je ne sais pas comment on vient te chercher. Oui, voilà, on sait qu'on a des informations. Vous êtes un délinquant, vous êtes un tueur, vous êtes... Voilà. Donc, on va vous amener, allez vous conditionner et autres. Donc, au sortir de ça, pour certains, vont sortir là avec un métier. Et d'autres, s'ils repartent dans la délinquance, ça va continuer. Et donc, nous voulons avoir cette main-d'œuvre de 20 000 individus au Congo qui vont travailler gratuitement pendant 5-10 ans pour reconstruire une nation et que nous allons restaurer l'État et l'autorité, restaurer
le rang du Congo à l'échelle sous-régionale et continentale. Et donc, par conséquent, nous allons vers une grande politique d'éducation. Donc, il faut les infrastructures, des outils d'aide à la décision, une grande politique de sécurité et de la défense nationale. Donc, il faudra aussi construire des nouvelles bases militaires, hein, comme on appelle des camps militaires, des gens sont dit, tout végétalisé entre des trucs de vraiment nickel. Qu'on voit que quand on rentre dans un camp militaire, on sait que c'est joli. On rentre dans une école primaire au Congo, on voit que c'est joli. Végétaliser tous les trucs de sport et autres. Tout le travail là-bas est fait par 20 000 personnes jusqu'à 30 000 personnes et autres qui vont être faits. C'est la main-d'œuvre gratuite pour une durée de ça. Donc tout est fiché sur un dossier ici que j'ai bien, je vous parle en désordre, avec des objectifs hein, par période, comme un business plan, et avec des objectifs. Et donc, ça, il faudra remplir ça au fur et à mesure. Et donc, il n'y a pas donc on est entre le droit, hein, le ministère de la Justice, et avec l'administration pénitentiaire, on a le ministère de l'économie, on a les affaires étrangères pour aller chercher les partenaires. Voilà, bon, vous voulez construire un truc là-bas, vous voulez, venez. Voilà. Pour les coûts de production, d'exploitation, il n'y a pas de problème. Nous avions tout, voilà. Donc ça va réduire de 80% vos coûts de production. Venez. Pourquoi? Parce que nous avons les anciens des stations qui sont là. Voilà. Donc par contre, ceux qui avaient des rangs sociaux énormes, par exemple les anciens directeurs et autres, on pourra toujours vous trouver des tâches dans les sortes de l'intérêt général. Personne ne va rester en prison et attendre la journée comme ça. Non. Vous avez 8 heures de travail quotidien, minimum. Minimum pour l'intérêt général. Sur tous les plans. Je ne veux pas vous dire parce que c'est ma propriété privée et la propriété intellectuelle. Je ne veux pas vous donner tous les domaines qui sont codifiés. Que ce soit la garde forestière ou des tout. Donc nous avions tout codifié. Et donc, ça doit être fait et automatiquement. Pour que quand on arrive au Congo, les gens soient libres d'aller partout dans leur village et partout ils seront tranquilles. Vous pouvez se promener. L'embrouille que vous pouvez voir au Congo, c'est ça qu'avec les animaux sauvages. S'il y en a dans d'autres endroits. Mais le reste, vous n'avez plus l'embrouille avec les Andimbis là. Hein, déjà à Makwa, les Andimbis là, ça sera ma priorité. Et notre priorité d'ailleurs. Et vous allez voir que le premier qui sera signalé Andimbis, voilà, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et donc, faites attention. Donc, le jeu de Andimbis et compagnie, c'est terminé. Et par contre, ce qui concerne la franc-maçonnerie, bon, ça sera, bon, liberté d'expression, d'association, ça, il n'y a pas de souci. Nous allons travailler la franc-maçonnerie simplement dans le cas des conflits d'intérêts. Je ne vois pas comment on peut être, pour avoir un pouvoir haut ou être responsabilité au Congo aujourd'hui, il faut être franc-maçon. Ce n'est plus là, ce sera plus possible. Vous pouvez être non-formation et autres, faire autre chose. Ce ne sera pas dans la tête. Au plus, il y aura une vaste opération de communication de la société, déjà au niveau collège, lycée, université, et tout ça, on va expliquer. Il y aura des études, des débats organisés sur la franc-maçonnerie. Il faudra tout expliquer, parce que quand c'est flou, il y a un loup. Donc quand c'est flou, ça crée la frustration, la peur et autres. Donc il faut expliquer qu'est-ce que la franc-maçonnerie. D'abord, il faut faire historiquement ce qu'est la franc-maçonnerie, comment elle a existé pendant sa source. Donc il y a eu des sacrifices humains, des crimes de masse, de sang, et de Dracula, des vampires, et de trafic d'ossements, et tout ça là, il faudra tout expliquer avec les faits qui en sont passés. Les gens venant faire des témoignages. Il y a des gens de francs-maçons qui sont aujourd'hui au Congo et qui seront déclassés pour des situations, par exemple économiques et autres, qui seront récupérés par les services pour qu'ils viennent parler à la population, pour expliquer. Donc pour que, et il n'y ait plus, donc il faut que les gens soient informés parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Parce que quand vous êtes dans l'ignorance, vous avez la peur, vous avez l'angoisse, vous pouvez faire beaucoup de choses, on ne comprend pas. Donc moi-même, la formation à l'époque, j'avais peur. J'ai dit, ah mais c'est quoi? On m'a expliqué. Mais non, il faut bien expliquer qu'est-ce que c'est la formation. Donc ça, c'est le point de la formation. Ne pas mélanger la franc-maçonnerie et organisation criminelle. Ne pas mélanger la franc-maçonnerie que pour avoir un pouvoir, il faut nécessairement être franc-maçon. Donc il faut tout expliquer. Donc d'où l'enjeu de ces hommes. Des vrais résistants comme le docteur Maître Senda qui fait vraiment une bonne analyse, il suit ce dossier. C'est un spécialiste de cette analyse, non seulement intellectuelle, mais demain ce sera dans le cadre du droit et de la morale qu'il faudra repenser ça. Parce que nous devons repenser une nouvelle société.
Et donc, par conséquent, nous devons voir tous ces problèmes que le résistant Alexis Richard Miayoukou a nourri ce débat et qu'il faut le continuer vous-même. Et pour que nous demain, on va faire ça. Mais sachez que la prestation, la priorité est dans l'administration judiciaire et pénitentiaire. Et que ces gens qui sont là, ils ne vont pas faire la prison gratuitement. Ils vont être récupérés. Récupérés et recyclés dans le sens de l'intérêt général. Donc, beaucoup d'infrastructures et des trucs qui vont faire des vrais boulots. Donc, il y aura des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, il y aura des bureaux d'études et autres qui vont faire les travaux d'infrastructure et compagnie, vraiment des trucs durables. Ce n'est pas des trucs de station de pacotille là. Et partout. Donc, nous allons faire des trucs durables, mais au cœur des zones, nous aurons cette main-d'œuvre là. Donc, vous qui continuez à faire la délinquance, continuez à massacrer les gens ou à faire les jeunes là. Donc, c'est sous-parti. Quand vous allez voir ces figures arriver, faites attention. Parce que la police sera réformée, des renseignements intérieurs réformés, et tout réformé, et vous allez voir qu'on va commencer à taper un à un. Pour vous envoyer, allez, de la route Pokola Betou, hein, cette route-là, dans la Vasière, là, vous allez construire ça. Toute cette route-là, nous aurons tout partout au Congo, il y aura des routes. Et les ponts, bon, seront certes constitués par les main-d'œuvre pour les entreprises étrangères, parce qu'au Congo, aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui peut faire des ponts. Donc, mais pour le reste, c'est tout ce qui est là, c'est nous-mêmes qu'on va construire ça, partout. Circuler au Congo jusqu'au petit village. Ce sera nickel. Les villages reconstruits. Et parmi ces gens-là, et au mieux automobile, donc on va reconstruire les villages. Tous les villages, il y aura tous les villages avec un système de végétalisation, les villages semi-autonomes avec les... Donc partout où vous allez au Congo, vous pouvez refuser d'aller vivre en ville, vous allez vivre au village très bien parce que vous aurez les standards de tout. Imaginez un village où il y a tous les standards du cadre de vie, et oui. Voilà, donc on va faire ces villages-là et que le Congolais, quand on aime le Congo, on va repartir au Congo, dire tiens, je vais aller vivre en nature au Congo, vraiment. Donc nous devons positionner notre pays demain dans un pays écologiquement standing, c'est-à-dire un pays hautement écologique, hautement où on repense les problèmes des cycles de vie énergie-matière, depuis l'exploitation des ressources, la production, le transfert, l'exploitation et le recyclage des déchets et compagnie. Et problème des normes d'hygiène, d'alimentation et tout compagnie. Donc, les principes pollueurs-payeurs et tout ça, pour que demain au Congo, on vit très bien au Congo. Donc, nous arrivons. Donc, la balle est de votre côté. Nous avons les projets, nous avons les idées. Oui. Et donc, tout est possible. Et donc, c'est faites partie, sachant que ça vite. Et pour que nous allons tout réformer. Depuis les états généraux de la nation, des armées, de la police, de l'économie, des finances, des biens mal acquis, des devoirs de mémoire, de tout. Je ne veux pas vous citer. L'administration judiciaire pénitentiaire. Comment reconstruire des états, des infrastructures. Parce que notre objectif, c'est la sécurité de nous-mêmes et des investisseurs. La fiabilité des informations, des responsabilités. Deux, il faut aussi la fiabilité des infrastructures. Parce qu'on fait vivre au Congo à Brazzaville, non pas de problèmes de pollution, d'eau potable et des... Non, il faut être vraiment bien nickel. Donc nous voulons mettre le minimum de la condition humaine et que quelle personne qui soit à l'école, à l'université haute, soit capable de dire ah oui, vraiment. Le minimum que celui qui a fait là au Rwanda, là, Paul Kagame, vous voyez comment le Rwanda, à Kigali et autres, nous c'est dans le même état d'esprit. Et qu'on voit, quand je vois les structures des villes congolaises ou africaines majoritairement, on se dit, il y a une sous-cognition. Nous voulons voir des trucs nickel, une diversité de villes, des régions, de lui. Donc il faudra mettre des outils au niveau d'abord institutionnel et aussi du droit et compagnie, et mettre des outils d'aide à la décision. Et ça, c'est possible. Mais comme nous n'avions plus assez d'argent, et donc on va commencer d'abord à utiliser cette main-d'œuvre gratuite que Sassou Nguesso va nous laisser comme des criminels, et nous allons les réformer et les utiliser d'abord ça, dans ce cadre de la reconstruction du pays. Donc, remettre le pays, il n'y aura pas besoin de... Voilà, déjà, beaucoup de fonctionnaires ils seront radiés parce que c'est fictif. Et ceux-là qui seront radiés, bon, beaucoup aussi
ils vont chercher à travailler. Donc, eux, on va les recycler dans d'autres secteurs et compagnie. Mais ceux qui ont commis des crimes, ils vont rejoindre ces gens qui seront dans le travail d'intérêt général et qui seront mis en place. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. J'espère que Guy Richard, Alexis, bon, j'ai quand même nourri en partie ce débat et merci pour l'info. À bientôt.